Bonsoir, heureuse de vous retrouver sur Al24 News. Merci de rester fidèle à l'échiquier international, votre rendez-vous chaque début de soirée où l'on se retrouve en direct pour décrypter des sujets d'actualité internationale. On va commencer le débat en compagnie de nos invités. Dans un instant, restez avec nous. Et une nouvelle reconfiguration du monde est incontestablement en train de se mettre en place. Les événements qui s'enchaînent le démontrent clairement. Retiendra l'événement, le dernier en date, et cette annonce qui a pris de court presque tout le monde. Il s'agit de cet accord conclu vendredi entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Lors d'une réunion en Chine, les deux poids lourds du Moyen-Orient ont en effet décidé de renouer après plus de 7 ans de rupture. Une nouvelle certes surprenante, mais qui devrait avoir un fort impact dans toute la région et même au-delà. Dans ce débat, nous allons revenir justement sur les enjeux de cette normalisation inattendue entre Riyad et Téhéran dans le contexte actuel, un contexte qui a révélé également le succès chinois en tant que médiateur dans ce dossier. Nous allons également y revenir avec mes deux invités ce soir. Pascal Lepautrema est avec nous depuis Paris. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes géopolitologue, chercheur conférencier, spécialiste des crises et conflits contemporains. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et sur le plateau, je suis en compagnie de Kamal Mansari, journaliste, directeur de publication du Jeune Indépendant. Bonsoir Kamal. Bonsoir. Alors, un accord inattendu, mais qui a fini par se concrétiser après des mois de négociations. Kamal Mansari, qui a donc opposé des hauts responsables saoudiens et hauts responsables iraniens sous l'égide de la Chine. D'abord, qu'est-ce qui explique ce rapprochement? Comment on y est parvenu? D'abord, il faudrait revenir à la genèse du différend qui a opposé les deux États depuis 2016, lorsque l'Arabie Saoudite, en pleine opération, en plein sa guerre contre le Yémen, a pris la décision d'exécuter l'un des plus importants chefs religieux dans la province orientale, un chef religieux chiite, Namr Bakr Namr, qui était très populaire en Iran, et qui était aussi qui a passé 10 ans en Iran. Donc, c'est quelqu'un qui était très apprécié en Iran. Il avait beaucoup de soutien. Ça a donné lieu à une manifestation contre l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Justement, l'un des points cruciaux dans l'accord est sur la protection des représentations diplomatiques. Pour revenir à cet accord, il y a eu évidemment, d'abord sur le plan technique, c'est-à-dire il y a eu des contacts permanents, serrés et répétés, entre les responsables des deux pays. Ces derniers mois ? En 2020 à Bagdad, en Irak, oui, et en 2021 à Oman. Donc il y a eu des contacts prémices qui ont donné lieu à cet accord sous l'égide de la Chine. Pourquoi cet accord? Parce la région est toujours en ébullition. La guerre qui s'éternise au Yémen, oui, on voit ni vainqueur ni vaincu, une destruction. Donc sur le plan humanitaire, c'est un désastre pour la région. Donc il y a aussi l'ambition de la Chine que la région soit apaisée, soit calme, pour qu'elle puisse entamer son programme de développement et assurer ses investissements, que ce soit en Iran ou en Arabie Saoudite. Donc les deux pays savent que pour pouvoir faire en sorte à ce qu'ils assurent leur sécurité, parce qu'il ne faut pas oublier que des missiles, des mouvements Houthis arrivaient jusqu'à Riyad, arrivaient à Jeddah, dans les installations les plus importantes dans la province orientale, à Al-Qatif et justement dans la zone industrielle d'Al Jubail. Donc les missiles qui est la plus importante, il faudrait comprendre que la partie orientale de l'Arabie Saoudite est la plus importante en termes d'économie. C'est là où se trouve le pétrole, c'est là où se trouve la pétrochimie, et c'est là où se trouve la fortune de l'Arabie Saoudite. Donc elle est elle est proche de l'Iran, proche aussi du Golfe Persique. Donc on est dans une zone de trouble, et donc l'Arabie Saoudite et l'Iran, pour qu'ils puissent tous les deux concrétiser leurs accords économiques avec la Chine qui a décidé qui a annoncé un investissement de 400 milliards de dollars pour reconstruire, pour aider l'Iran en termes d'infrastructures, en termes de reconstruction. Oui.
dans différents segments. Et il en est de même pour l'Arabie saoudite, que la Chine est aussi engagée dans de nombreux importants projets. Le dernier en date de 28 milliards d'euros qui concerne la pétrochimie aussi. Donc la Chine joue un rôle parce qu'elle a besoin que ces deux États soient stables et qu'ils ne soient pas en confrontation, sinon les investissements seraient remis en cause, sinon renvoyés au canon de grec. Donc il y a une ambition géopolitique, stabiliser la région. Derrière ça, en arrière-plan, il y a l'économie et en toile de fond, bien évidemment, il y a cette image de la réussite de la diplomatie au détriment de l'usage des armes, comme il est le cas en Ukraine. Alors, si l'on comprend bien, les deux puissances régionales ont dû prendre conscience de l'importance de l'enjeu sécuritaire. Pascal Le Potremat, comment voyez-vous ce rapprochement, vous qui êtes observateur de ce qui se passe actuellement dans le monde? Moi, je le vois aussi sous l'angle économique, dans le sens où il ne faut pas oublier que vous avez un pays, le Qatar, qui d'ailleurs avait été mis un peu au banc du Conseil de coopération du Golfe il y a quelques années pour avoir développé, rappelez-vous, l'exploitation commune d'un grand gisement gazier avec l'Iran. Cette mise à l'écart avait finalement n'avait pas porté ses fruits. L'Arabie saoudite a changé de posture par rapport au Qatar. Et aujourd'hui, par l'entremise de la Chine, il s'agit aussi pour le Qatar de revenir dans la course et au niveau régional pour aussi développer des partenariats économiques conjoints avec des pays comme l'Iran. Au-delà, effectivement, de tous les éléments qui viennent d'être rappelés par votre invité, oui, et qui sont tout à fait justes sur le champ sécuritaire, mais je pense qu'il faut aussi prendre en compte l'argument économique. L'argument économique, vous en parlez. On s'interroge également sur est-ce qu'on peut croire en ce rapprochement? Est-ce qu'il va durer dans le temps quand on connaît donc la rivalité entre Téhéran et Riyad qui a duré plusieurs années et qu'on associe souvent à deux idéologies aux antipodes, Kamel Mounsari? Non, l'idéologie est certes sûre, mais elle n'a pas. L'idéologie n'est pas le déterminant, n'est pas le facteur déterminant dans les prises de décision. On n'agit pas parce qu'on est chiite ou parce qu'on est sunnite. D'abord, ça reste un petit peu pour la consommation pour les partisans, c'est-à-dire pour les fidèles des deux mouvances. Mais ce n'est pas ça qui régit les relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Certes, les deux pays ont essayé d'être les porte-voix d'un côté des sunnites et de l'autre chiites, et surtout dans des questions périphériques qui sont comme celle de la Palestine. Mais attention, donc dans cet accord, il y a un rappel de réactiver les accords sécuritaires de 2001 signés entre les deux capitales, entre Téhéran et Riyad, et aussi l'accord économique signé en 1998. Donc il y a une volonté d'asseoir, de faire en sorte à ce que cet accord, cette reprise des relations soit effective, soit adossée à des prises de décisions, un cadre légal, un cadre qui permet justement d'avancer en ce sens. C'est-à-dire on réactive les accords qui étaient gelés depuis plusieurs années. Oui. Et en plus, dans l'accord, si on revient sur l'accord, quand on lit, il y a aussi cette volonté des deux pays d'assurer d'un côté la sécurité des représentations diplomatiques, oui, la libre circulation des personnes, il y a aussi la libre circulation des marchandises. Donc on va dans 2 mois, on sait, il y a une feuille de route qui est établie, ce n'est pas quelque chose qui est laissé au hasard. Donc oui, il y a vraiment une reprise des relations avec un vrai cadre qui sont les accords qui ont été déjà signés entre les deux pays. D'où l'importance d'abord sur le plan sécuritaire. Réactiver l'accord sécuritaire de 2001 signifie que les deux pays vont aller droit vers des accords ou des ententes ou des conventions futures sur des questions qui les dérangent, qui les fâchent. La question du Yémen, la question de la Syrie, la question du Liban. Donc ces questions-là qui fâchent les deux pays
pays ou dont les deux pays ont des intérêts ou des conflits ou des mésententes, ils vont les régler. Et il y a aussi la reprise des accords économiques. Donc pourquoi on rappelle l'accord de 98? Parce qu'il y a lieu de faire avancer tous les investissements et tous les programmes économiques engagés avec la Chine. Ouais. La Chine aujourd'hui fait de la région du Moyen-Orient, que ce soit l'Iran ou l'Arabie Saoudite, son vrai poumon économique, notamment en matière d'énergie. La Chine qui a créé un port important à Myanmar compte sur les deux pays qui sont le Téhéran, l'Iran et l'Arabie Saoudite pour ses approvisionnements en matière d'énergie, pour éviter justement le détroit de Malacca qui cause un problème vraiment de sécurité pour ce pays. Donc l'avenir de la Chine est dépendant justement de ces deux pays, comme ces deux pays-là dépendent de la Chine en matière d'investissement. On reviendra sur la Chine, Kamal Mansari. On rappellera juste que cet accord, c'est des mois et des mois de négociations entre les deux pays. L'Iran et l'Arabie Saoudite qui se sont donné un délai de 2 mois avant de concrétiser l'accord. Pascal Lepotremin, on va s'interroger à présent sur l'impact sur le plan stratégique, les conséquences éventuelles qu'aura une telle décision. Est-ce que cela permettra, donc déjà, ça va permettre justement d'apaiser les tensions régionales dans la région? Absolument. Il suffit de voir déjà le ressenti assez enjoué quand même, mais réservé à Beyrouth, au Liban. Vous avez quand même des prises de position qui saluent de part et d'autre ce rapprochement des deux grands ennemis. L'Irak également, oui. L'Irak, et puis bien sûr, on n'en parle pas assez, mais effectivement, on a tous l'espoir que ça puisse aussi conduire à la fin de cette guerre terrible que subit le Yémen, au détriment des populations civiles. Donc oui, absolument. C'est aussi, si vous voulez, quand même assez réjouissant de voir, alors que effectivement en Europe tout le monde est tourné sur la zone russo-ukrainienne, de voir que au cœur du Golfe, dans des situations très tendues, on le sait parce que l'Iran inquiète énormément dans la mesure où elle aspire à une nucléarisation un peu plus importante que celle qui avait été fixée par le traité de Vienne, mais on se dit quand même au XXIe siècle il y a possibilité quand même de rapprocher deux grandes puissances qui ont un poids considérable dans cette région, même en dehors des antagonismes religieux, politiques. Quand on peut rassembler des gens et négocier, communiquer, discuter, il y a toujours de l'espoir. Alors effectivement, ce n'est que le début. Vous l'avez justement précisé, les ambassades vont être ouvertes dans les 2 mois et il va falloir être très attentif et plein d'espoir sur ce qui va se mettre en place dans les mois et les années qui viennent. Mais voyez-vous, je trouve que c'est un signe quand même qui est dans un sens absolument réjouissant parce que ça peut ouvrir une ère nouvelle dans cette région, en sachant aussi que je pense qu'il faut ne pas oublier que ces deux pays veulent aussi faire prendre conscience à Washington, aux États-Unis, qu'ils ne sont pas les seuls à fixer la tonalité, à donner le tempo, à établir un rythme. Là, cette fois-ci, ce sont des pays qui disent on se tourne vers un autre partenaire, bien sûr la Chine, et on trouve une nouvelle dynamique. On va écrire une nouvelle partition. Alors bien sûr, il y a encore des grandes craintes, de fausses notes, de grands sujets préoccupants en matière de sécurité, mais c'est pour montrer aussi que nous ne sommes pas dans une politique d'alignement. Il n'y a pas un monobloc porté par les États-Unis. Il y a une volonté aussi de dire, voilà, nous sommes aussi ce qu'on appelle les fameux BRICS, les pays dits émergents, dans leur variété, qui veulent exister par eux-mêmes, à leur rythme, sans fermer les portes de discussion, de partenariat avec les États-Unis, mais ça ne sera plus exclusif avec les États-Unis. Alors, vous parlez des États-Unis, Pascal Lepotremin, les États-Unis qui ont d'ailleurs réagi à la conclusion de cet accord. Et ils saluent donc, mais il reste à voir si l'Iran remplira ses obligations. Quelle lecture faites-vous de cette réaction, Kamal Mansari? Il y a quand même, on sent un petit peu dans la position américaine qu'il y a une certaine, comme si on est en train de faire croire qu'on est méfiant à l'égard de l'Iran. On est dans Au contraire, l'expectative. la méfiance devrait devenir, c'est-à-dire provenir, c'est-à-dire si quelqu'un doit être méfiant vis-à-vis des Américains qui avaient eux-mêmes rompu
l'accord de 2015, l'accord nucléaire. Donc franchement, donc l'Iran a montré avec cet accord-là qu'elle était prête à justement faire partie, à composer avec la communauté internationale. C'est un accord qui a été garanti par 6 pays importants, qui a été balayé par une administration. Ce n'est même pas tous les 6 pays, donc ni l'Union européenne, ni la France, ni l'Allemagne, ni la Russie n'ont tiré sur cet accord. C'est une administration, et aujourd'hui qui est incapable de le relancer. Donc voyez-vous, donc maintenant la Chine qui démontre que la voie diplomatique est la plus sûre pour arriver à régler des conflits, contrairement à ce qu'on voit, ce que fait les États-Unis en Ukraine. Donc elle joue à l'exacerbation, a encore attisé le feu de la guerre en Ukraine. Donc la solution militaire n'est pas le cas, c'est-à-dire si les deux pays voulaient une confrontation, ils l'auraient fait. Mais aujourd'hui, ni l'Iran, ni l'Arabie Saoudite, qui sont des pays émergentiels, qui veulent adhérer à des gros groupements régionaux naissants, émergents, tels que le BRICS ou bien l'OCS. Donc, ils sont dans cette optique d'aller vers un groupement dirigé par la Chine ou par la Russie, mais ce sont ces pays-là qui sont en train aujourd'hui de démontrer que la voie diplomatique est la voie la plus courte et la plus efficace pour régler les conflits. Parce que la guerre, que ce soit en Iran, c'est-à-dire à travers la tension exercée par l'Iran sur le golfe Persique, sur les bateaux et qui traversaient, les pressions américaines dans la région, parce qu'il ne faut pas oublier que même s'il y a eu cet accord, les États-Unis ont toujours un poids dans la région à travers la présence militaire qu'ils ont, et les accords qu'ils ont conclus avec l'Arabie Saoudite il y a 5 ans sous l'administration de Trump. Donc on voit aujourd'hui que certes, il y a cette volonté, même si les États-Unis doutent de aujourd'hui, qu'il y a une autre voie, que des pays peuvent décider d'eux-mêmes, que la voie à suivre est celle de la diplomatie. Est-ce que cet accord va perdurer, va réussir ou pas? Il y a un garant qui est la Chine, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a aussi un cadre, comme je l'ai dit, il y a un arsenal juridique qui a été mis en place. Oui. Donc, on réactive des choses qui sont existantes. On ne va pas renégocier de nouveaux accords, ils sont déjà sur place, ce qui facilite le rapprochement. Et il ne faut pas oublier que la guerre au Yémen a été coûteuse pour l'Arabie Saoudite et que pour les autres pays, et qu'on n'en voit pas le bout. Donc, c'est la guerre qui ne se termine pas, vraiment un désastre humanitaire. Et l'Arabie Saoudite, il ne faut pas oublier qu'elle a quand même, autant que l'Iran, ils ont des difficultés financières énormes, donc en dépit du fait. Et il ne faut pas oublier aussi que les deux pays, je vais terminer avec ça, que ces deux pays-là sont des membres importants au sein de l'OPEP, donc la politique de l'OPEP en dépendra. On va consacrer toute une émission sur ce dossier. Pascal Lepotremat, que dire sur la position des États-Unis actuellement? Est-ce qu'on peut parler d'une Amérique en perte de vitesse au Moyen-Orient, au regard qu'elle soit cette fois-ci écartée, qu'elle n'ait pas contribué donc à la conclusion de cet accord? Oui, je pense qu'en termes diplomatiques, quand vous avez un communiqué par lequel, que d'ailleurs vous avez en partie cité tout à l'heure, par lequel Washington se félicite de cet accord, il n'empêche qu'ils sont quand même assez vexés de ne pas avoir été ceux qui ont pu lui permettre de se parachever et d'aller jusqu'à son aboutissement. L'autre sujet qui préoccupe aussi finalement Washington, c'est la politique de nucléarisation de l'Arabie Saoudite. Ouais. Depuis 2018, Mohammed Ben Salman a bien dit qu'il comptait doter son pays d'à peu près une bonne quinzaine, quand même, 16 à peu près centrales nucléaires, ce qui est quand même conséquent. Ça va se faire sur des années. Mais alors la grande préoccupation des Américains, c'est que si justement il y a un partenariat avec l'Iran, est-ce que l'Arabie Saoudite n'aidera pas non plus l'Iran à favoriser en fait un enrichissement de son uranium au-delà des 3,67% qui sont fixés par le traité de Vienne, et donc à des fins peut-être potentiellement militaires. Et donc ça, ce sont des supputations, des inquiétudes, des hypothèses, mais on sait que l'Iran de son côté a voulu toujours être rassurante ces derniers temps officiellement pour dire que non, elle ne comptait que se concentrer sur le nucléaire à des fins civiles. Donc oui, alors évidemment, on pourrait aussi parler de l'inquiétude d'Israël par rapport à tout ça. Ben justement, oui. Monsieur Pascal Lepotremat, cet accord pourrait permettre donc de relancer l'accord sur le nucléaire iranien. Israël dans cette équation, que dire de la position d'Israël?
Alors, d'autant plus aujourd'hui où on a une nouvelle équipe politique qui est quand même arc-boutée sur les questions sécuritaires, à la fois intérieures vis-à-vis des mouvements de contestation et de la guérilla urbaine portée par des courants palestiniens assez remontés, véhéments et parfois radicaux. Il y a cet aspect-là, et l'autre aspect, bien sûr, c'est quid de la nucléarisation, le fameux dossier de la nucléarisation de l'Iran, qui focalise la préoccupation des services de renseignement, les services secrets comme le Mossad depuis de nombreuses années, on le sait très bien. Alors, pour eux, justement, c'est un signe relativement perçu comme négatif. Sur le champ sécuritaire, ils regardent ça de façon très, très critique. Donc, c'est un paradoxe aussi, puisqu'on le sait, dans le même temps, oui. Israël a quand même démultiplié les processus de normalisation avec un certain nombre de pays du Golfe. Alors, sur ce point, Kamal Mansari, sur la position dans laquelle se trouve actuellement l'antitationnisme. Vous savez, le gouvernement de Netanyahou était venu avec 3 objectifs. Le premier, continuer à faire de l'Iran un ennemi éternel, c'est-à-dire continuer à diaboliser l'Iran. Et le deuxième objectif était justement une normalisation avec l'Arabie saoudite. Donc, le troisième a été la colonisation, la poursuite de la colonisation. Donc, il y a 2 fondements de la politique de Netanyahou qui s'écroulent et qui ne peuvent pas fonctionner parce que d'abord, l'Arabie saoudite est en train de se rétablir ses relations avec l'ennemi d'Israël et en même temps, l'Israël qui comptait sur l'Arabie saoudite pour justement, et les États-Unis pour créer une sorte d'OTAN dans la région d'OTAN arabe pour pouvoir un petit peu contrecarrer l'Iran et où ce qu'ils ont qualifié de menace iranienne tombe à l'eau. Maintenant, c'est un rêve qui s'effiloche, donc un objectif est mort pour maintenant. Est-ce que Israël va laisser, c'est-à-dire cet accord se poursuivre? C'est-à-dire, on voit l'arrogance israélienne a frappé des sites iraniens, donc c'est possible que probablement ils vont essayer de faire capoter. Mais sur le plan diplomatique, ça va être dur, sur le plan sécuritaire, ça va être dur, et en plus, si cette alliance... Même pour des pays alliés à Israël également. Non, les pays alliés à Israël, lesquels? L'Égypte, il n'y a pas d'alliés, il y a des normalisations, mais sur le plan pratique, on a 2 puissances de la région. Il y a l'Iran, il y a l'Arabie saoudite. Donc on ne peut pas aujourd'hui, si Israël elle a été frappée de plein fouet ou bien ébahie ou surpris par cet accord, tout comme beaucoup, y compris les États-Unis, qui prétendent avoir été informés, mais en réalité n'ont pas suivi. Ils ne s'attendaient pas à cet accord. Donc Israël, elle perd, c'est-à-dire que l'objectif du gouvernement Netanyahou s'écroule. Mais il y a une autre leçon, donc aujourd'hui qui est donnée par cet accord, donc il faudrait la signaler, c'est le fait que aujourd'hui on pense, il y a une conviction, une croyance que les conflits peuvent être réglés par les moyens pacifiques. On a beau, quelle que soit la position qu'on peut avoir, que ce soit de la Chine, elle démontre qu'il y a l'option diplomatique est la plus valable pour régler des conflits au lieu d'aller vers une politique du chaos ou une politique qui exacerbe les tensions et qui fait, quand on dit exacerbe les tensions, parce que les effets néfastes sont en train d'être payés par l'humanité tout entière. Ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, la politique menée par les États-Unis, elle est en train d'avoir des effets négatifs, néfastes sur de nombreux pays. Et aujourd'hui, ces pays-là qui voient ce qui s'est produit grâce à la Chine, vont avoir à réfléchir et penser que voici un État, que l'on aime ou on n'aime pas, qui a quand même cette ambition et cette volonté de régler les conflits par les moyens pacifiques, contrairement aux États-Unis. Donc, dans ce monde qui est en train de se reconfigurer, qu'est-ce qu'on voit? On voit un État qui fabrique, c'est un fabricant du chaos, qui exacerbe les tensions, et un État qui est la Chine, qui essaye par tous les moyens de trouver des issues diplomatiques, comme le cas pour l'Ukraine. La Chine a présenté un plan de règlement de la crise qui a été rejeté, balayé, renvoyé par les États-Unis. Donc on voit un petit peu qui règle les problèmes du monde et qui les exacerbe. Et ça, c'est une leçon pour justement tous ceux qui pensent que l'option militaire est la plus courte pour régler le problème en Ukraine, ce qui est une erreur. Pascal Le Potremas, sur le succès chinois dans ce dossier, dans le fait qu'elle soit médiateur dans ce dossier. Ah mais absolument, moi
je partage totalement le regard et le point de vue qui vient d'être développé par votre autre invité. Oui. De toute façon, pour revenir donc plus précisément sur ce que vous me demandez à propos de la Chine, oui, c'est un pays qui, de toute façon, dans sa philosophie du Tianxia, si vous voulez, c'est vraiment une volonté de réunir le monde dans un seul ensemble. Et pour eux, en fait, ils se voient au sommet. Et ce sommet qui leur permet d'être sous le ciel, en somme, de toucher la voûte céleste, doit contribuer, en somme, à être en mesure d'accueillir leur dynamisme économique, politique, oui. Leur soft power. Donc, absolument, ils préfèrent avancer leurs pions dans un monde pacifié, en paix, avec une multiplication des partenariats économiques, énergétiques, bien sûr, entre autres. Et évidemment, on prend là, on est complètement à contre-pied avec ce qu'on a pu observer dans la géopolitique américaine, qui, depuis la création de cet État, personne ne peut le contester, n'a toujours existé qu'en identifiant un certain nombre d'ennemis, et contre lesquels ce sont des guerres effroyables. Interminables, oui, absolument. Donc, merci Pascal Lepotremat pour cette contribution dans ce numéro de l'Échiquier international. Merci Kamal Mansari pour cet éclairage. Merci chers téléspectateurs de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.